notamment des entreprises dinosaures. Et donc, pourquoi on est habillé en dinosaure? En fait, parce qu'on va parler de choses un peu dures, vous allez voir. Vous n'allez pas toujours sourire. Et du coup, on a décidé de passer un peu par l'humour pour passer nos messages. Et en gros, les entreprises dinosaures, c'est un petit peu, on va dire, une symbolique pour représenter les entreprises dans lesquelles on travaille aujourd'hui. Voilà, donc écoutez, j'espère que vous allez passer un bon moment. C'est parti! Après. Oui, d'accord. Oui, oui, oui. C'est comme ça. Allez. Bonjour et bienvenue dans cet atelier qui va être basé sur l'intelligence collective. Ça chatouille un peu. Bienvenue dans cet atelier du coup qui va être, comme je l'ai dit, basé sur l'intelligence collective où on va pouvoir collaborer entre SI et métier. Et Mario, du coup, est-ce que tu peux venir à l'atelier s'il te plaît? Non, mais encore avec cette bêtise, là, moi j'ai du taf, hein. Oui, mais tu sais, tu représentes le métier, on a besoin de toi, tu sais, pour bien comprendre un petit peu. Non, mais arrête, j'étais déjà tout envoyé par mail, je comprends pas pourquoi encore tu m'embêtes cette histoire. Moi, je travaille vraiment. Plein d'effets spéciaux. Reviens. Ah oui, désolé, faut qu'on... Souviens, c'est quelque chose de super important. On va lancer une transformation agile. T'inquiète pas. Moi, j'ai déjà tout prévu. Je vais rencontrer des consultants, ils vont venir vraiment, c'est la crème, une agence de consulting de ouf, tu vas voir. Mais on doit changer quelque chose, donc écoute, on va changer nos méthodes. Le chef de projet, tu me l'appelles, je sais pas, PO. Les devs, qui sont les TMA en Inde, on les appelle, je sais pas comment. Et surtout... Parle bien là-dedans. Là-dedans. Oh, putain, non, pas trop fort. Et surtout, tu prends tous les urgences de l'espace sous Gira, là, j'ai rien compris, et tu me les passes à la tire, hein. Ok, on va faire ça lundi, hein. T'en fais pas, hein. Tout est prévu. Alors, du coup, on s'est... Oui, du coup, on s'est concerté avec l'équipe produit. Du coup, on a bien réfléchi. On a posé les pour et les contre. On pense que la meilleure solution pour que ce soit scalable, c'est une API. Comme ça permettra d'être évolutif. Pourquoi une API? Oh, c'est quoi cette histoire d'API, là? Bah, en fait, ouais, une API, quoi. Tu sais, Non, mais attends, vous faites vraiment de la surqualité, pourquoi un bon script en prod, il fait pas le taf? Un script en prod? Un script, oui. Oui, mais en fait, on a réfléchi en fait à plus long terme. On pense que ça va être plus évolutif, ça nous permettra de gérer les dépendances. Vraiment, il me gave, arrête, là, on va lancer une consultation, on va appeler les architectes, on va mettre en place ce qu'il faut, un peu. On se voit dans 3 mois, on va voir ce qui se passe. Sérieux? Bonjour et bienvenue. Non, sujet super important. Oui. J'étais dans un salon hier, il y avait des l'IA, il y avait des robots, il y avait de l'intelligence artificielle, il y avait de la 4G, c'était trop cool. On va lancer ça. De la 4G, de l'IA, du métavers? Ben oui, on va faire tout ça. Ok.
Peut-être qu'on pourrait faire un petit prototype, le tester sur un petit groupe d'utilisateurs. Non, mais tu n'as rien compris. Moi, j'ai déjà signé. Il y a des vrais consultants qui vont venir demain. Hein. Ils vont se mettre en place. Non, mais c'est pas vrai, quoi. Vous connaissez celui-là? Du coup, avec l'équipe, voilà, on s'est dit, pour avancer concrètement, voilà, on cible un groupe d'utilisateurs côté métier. Là, on a déjà 2-3 idées, voilà. Et puis, on développe... Ouais. Attends, c'est quoi cette Non, histoire, moi c'est Rémi. Oui, Richard, écoute, là, moi, on commence à perdre la patience, hein, côté management, ce n'est pas possible. Là, moi, je veux un assis, je veux comprendre qui fait quoi, à quel moment, je veux un roadmap, je veux quelque chose de très très clair. Surtout, moi, je veux des indicateurs, je veux savoir sur qui je peux taper à n'importe quel moment si vous êtes en retard. Donc, arrête-moi ça. Oh. T'as rien. Bon, on a compris. Supportable. Du coup, Mario, ça tombe bien que je te trouve. On vient de sortir une nouvelle fonctionnalité en prod. Et du coup, on s'est dit que c'était l'occasion peut-être d'aller de l'équipe de dev, qu'elle aille voir un peu les métiers. Et en plus... Tu veux voir les métiers? Ouais, on peut les voir. Non, c'est moi qui vois les métiers. T'en fais pas. Moi, je les connais, tu les connais pas. Ouais, mais attends, parce que ça peut générer de la motivation chez les devs. Bah non, c'est ça, il comprend rien. Non. Bon. Merci. Voilà, donc on remercie les partenaires qui sont nombreux, sans qui ces événements n'auraient pas lieu. Merci à eux, on peut les applaudir, je pense. Et petite nouveauté, on ne le dira pas assez. Mince, j'ai perdu le truc. Pardon. Voilà, le forum des partenaires, fais attention, hein, casse pas un truc. Voilà, le forum des partenaires ou coin cafétéria, quand tous les après-midi. Voilà. Bah, merci de votre écoute en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Nous c'était sympa, donc moi c'est Rémi. Moi aussi, Mario. Salut à tout le monde. Voilà. Merci, bonne soirée. Salut. Mais ils sont pas sortis. Attends, je vais voir. Non, Rémi, je crois qu'ils n'ont rien compris, ils sont encore là. Hein. Mais ils ont pas compris? Non, ils sont pas compris. Hein. Attends. C'est qu'on n'entend rien quand tu parles. Ah oui, d'accord, c'est pour ça. Avec ton accent en plus, là, tu vois, j'en peux plus. Ah oui, c'est n'importe quoi. Ouais, mais non, j'en ai marre. Attends. Je vais les manger, comme ça, on ne bombe pas, ils vont se barrer. C'est fini, vous devez partir. On arrête un peu les blagues. On va essayer d'être un peu sérieux 2 secondes. Voilà, j'espère que cette petite interlude vous a plu. Peut-être que vous vous êtes reconnus un peu. Vous avez peut-être revécu des moments. C'est que des scènes qui sont inspirées de choses qu'on a vécues en fait. Alors même si c'est pas toujours audible avec le déguisement et l'accent. Voilà, c'est ça. Donc on va vous emmener en voyage un petit peu chez les dinos. On va tenter de décrire un petit peu ce qu'on appelle une entreprise dinosaure. On va se poser des questions du genre est-ce qu'on peut dompter une entreprise dinosaure et puis on va essayer de vous partager nos clés à nous sur comment dans les entreprises dinosaures dans lesquelles on a été, on a réussi à trouver des choses pour survivre. Donc c'est quoi une entreprise dinosaure? Des signes pour la reconnaître. Est-ce que vous avez une idée?
l'âge moyen. Oh, pas seulement. Tu fais un duo avec Sarah, toi, non? C'est ça? Alors déjà, une entreprise dinosaure, c'est grand, c'est lourd. Souvent, ça a une structure plutôt très matricielle. Mario, reviens par là. C'est lourd. C'est bruyant, ça fait beaucoup de bruit tous les 4 matins. Ouais, on a compris. Donc, on parlait d'urgence dans la keynote juste avant. Voilà, tous les matins, il y a des nouvelles urgences. Comme on a une structure très matricielle, forcément, on a des processus de décision et de validation extrêmement longs. Peut-être que ça vous parle aussi. Et du coup, c'est lent. Attends, on est grand, donc on est lent. Ça peut faire mal aussi une entreprise dinosaure, du coup. Voilà, quand... Je crois qu'on a compris. C'est guidé par les actionnaires, très souvent, par le business. Voilà. Peut-être que le côté impact... Oh, mais on peut pas... Merde! Bon, est-ce que ça vous parle? Ok, bon, ça va. On a été dans les mêmes, peut-être. Bon, je vais continuer, on va pas l'attendre. Du coup, on a essayé de se poser les questions un petit peu d'où pouvaient venir de tels comportements, pourquoi des fois ils sont acceptés, tolérés, parce qu'en fait il y a même des choses qui sont des fois parfois assez insidieuses. Pour ça, on a essayé de dessiner une petite frise historique pour essayer de retracer un petit peu l'histoire depuis l'époque industrielle. Il y a eu l'organisation scientifique du travail qui a posé un peu les bases, le Fordisme. On est passé par un petit peu, avec Toyota, le Lean, l'agilité qui est venue dans l'entreprise. On a tout le télétravail, le numérique qui a beaucoup bousculé nos manières de collaborer, de travailler ensemble. Le Covid a été aussi un marqueur assez fort, notamment sur le fait qu'on se rend compte qu'on arrive à travailler aussi à distance. Et puis des événements peut-être comme la canicule, tout ce qui va être lié au dérèglement climatique, ça peut amener aussi les entreprises et la manière dont on va collaborer à évoluer. Une autre lecture aussi de ça, alors bien évidemment quand je dis tout ça, c'est que... Oh l'ami, mamma mia. Ah, tu te rappelles le GoPro qu'on a fait la semaine dernière? Wow. Et des dinosaures, ils m'ont bouffé tout cru. Mario, on a commencé. Ah ouais, vraiment? Ouais. Hey Mario, viens ici. Donc en fait quand je disais ça, c'est que c'est pour dire que certains comportements finalement descendent directement de modes, on va dire, qui commencent à dater un petit peu, mais bon, probablement que je vous apprends pas grand-chose quand je dis ça. Une autre lecture intéressante qu'on a trouvée, c'est dans Reinventing Organization de Frédéric Laloux. Si vous n'avez pas lu ce bouquin, c'est vraiment un bouquin absolument à lire. À travers les différents stades d'évolution des organisations, Frédéric Laloux nous propose une forme d'explication des comportements, notamment managériaux. Donc, le premier, il va décrire un stade, le stade rouge, le stade impulsif. C'est très souvent ce qu'on va retrouver chez les chefs de clan, dans la mafia, ce genre de choses. Tu dois faire ça, sinon c'est la mort. Par exemple. Donc, il y a quand même eu des avancées parce qu'on a commencé à avoir de l'autorité hiérarchique. Et puis ensuite, on a le stade du conformisme, le côté ambre. Donc là, on va retrouver ça dans les sociétés du clergé, dans l'armée, aujourd'hui dans les administrations publiques. Donc c'est le conformisme. Rémi, suis le processus et ne prends pas d'initiative, c'est comme ça. Point barre. Voilà, bon. Les avancées, là, c'est des processus reproductibles quand même. Et puis le stade orange, voilà, c'est le stade de la réussite. Le manager de l'année, c'est Rémi, yeah! Tous les autres, vous êtes des nuls. Bon, là, c'est les sociétés du CAC 40 un petit peu. Donc là, encore, on a des avancées, puisque bon, on commence à parler de responsabilisation, on commence à parler d'innovation. Après, on commence aussi à parler de méritocratie. Et bon, voilà, ça va tirer aussi un petit peu toute notre société libérale. Donc, c'est pas toujours tout beau. On va pas trop s'attarder sur les deux duos parce que nous on voit plutôt aujourd'hui les comportements des dinos dans les 3 premiers niveaux.
Le stade vert, le pluraliste, c'est quand on voit l'entreprise un petit peu comme une famille. Le orange, c'est on voit plutôt l'entreprise comme une machine. Hein. On va trouver du vocabulaire, du genre il y a des leviers à activer, ce genre de choses. Le vert, on est plutôt dans le côté on a des valeurs, on avance en famille. Et puis lui, il décrit l'organisation Opal comme quelque chose qui évolue un petit peu comme un organisme vivant. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais je vous invite vraiment à aller voir. C'est passionnant. C'est un peu une utopie. Non, c'est pas une utopie. Il y a plein d'exemples qui donnent justement dans le bouquin. Donc bon, alors, en tout cas, je vous laisse aller voir. Mais donc, est-ce qu'on peut domper un dinosaure? Est-ce qu'on peut dompter? Il y a un P, mais on ne dit pas le P. Dompter. Voilà. Est-ce qu'on peut dompter un dinosaure? C'est ce que tu as dit. À votre avis, on peut dompter un dinosaure? On peut essayer. Bon, nous, notre conviction, c'est que non. Voilà. On part de ce postulat. Après, il n'y a pas d'études scientifiques derrière, mais avec notre propre vécu, je pense que se battre contre des systèmes, c'est un peu complexe. Et vous avez vu les scénettes, quand même, les dinosaures, il est vraiment trop, trop fort. Voilà, donc on va partir déjà de ce postulat, c'est qu'on ne peut pas battre un dinosaure, ok? Mais déjà, on dit pas mal de choses quand on dit ça. Par contre, on peut effectivement inspirer son environnement proche. Je ne sais pas si... Il y a un poteau, donc ceux qui sont au milieu là-bas, vous ne nous voyez pas, voilà, vous nous dites hein, si vous nous entendez mal. Je déplace. Ouais. Donc déjà, ouais, on est dans une équipe, on est dans un service, on a des gens proches, donc avant de vouloir changer peut-être l'organisation dans laquelle on est, on peut déjà peut-être aussi avoir de l'impact avec les gens autour de nous, en étant curieusement authentique et puis à l'écoute des autres, et en générant des espaces de dialogue, on reviendra là-dessus. Mais donc, si on ne peut pas changer les autres, mais on peut commencer à changer nous-mêmes pour essayer d'inspirer les autres. Donc les comportements que nous, on peut mettre en place, il peut avoir un effet sur le système dans lequel on est. Bon, ça fait beaucoup écho. Il y a eu la keynote de ce matin, il y a eu la keynote de début d'après-midi. Bref, je pense qu'il y a pas mal de choses. On va essayer de passer rapidement, mais bon, moi je ne savais pas c'était quoi les autres confs et plus je voyais des confs, je disais merde, On ils disent la même découvre. chose que... Non, mais concrètement, surtout celle de Geoffrey et de Sarah, donc c'était chouette aussi de venir derrière. J'espère que ça te plaira. Bien plus. La carré bleu. Le carré bleu. Faut que je reste dans le cadre, donc bleu. C'est plus Oui. facile. C'est moi les cadres. Et à propos de cadre, nous, on a un triangle. Voilà. Et bon, alors ça c'est pareil, hein, certains détracteurs me diront que c'est pas prouvé scientifiquement. Moi en tout cas, ça m'a aidé personnellement en tant qu'accompagnant du changement. C'est-à-dire que ça m'a permis de prendre conscience que si à un moment donné, moi j'ai un problème, hein, c'est ma personnalité, je vais assez vite vers le syndrome du sauveur. Voilà, fort besoin d'acceptation, de reconnaissance. Et du coup, le problème, c'est qu'en faisant ça, je vais aussi indirectement me comporter comme un persécuteur. Et je vais finir comme une victime parce que personne ne comprend rien à ce que je fais. Et voilà. On veut aider tout le monde parce qu'on est là, on est les coachs, mais on ne peut pas sauver tout le monde. Donc moi, en tout cas, ça m'a aidé. Et régulièrement, je me remets dans la tronche pour me dire, ouais, oublie pas quand même. Surtout quand on est coach, je remarque quand même aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de coachs qui se conduisent comme des sauveurs. Ça peut être des coachs, ça peut être des managers. Donc je pense que c'est bien d'avoir ce pas de recul. Et voilà, je juge pas. Hein, c'est moi-même, je vous ai dit que régulièrement, je tombais dedans. Hein. Et donc, comme on a dit, on peut essayer de façonner l'espace autour de nous. Et un exemple, c'est créer des espaces de dialogue. Nous, on a mis des exemples ici, qui sont les Link Coffee ou les forums ouverts. Ce sont des espaces que vous pouvez mettre en place pour discuter, vraiment, pour avoir la possibilité de mettre les problèmes sur la table. Et surtout, créant ce type d'espace, automatiquement, vous pouvez aborder certains types de dinosaures qu'on a vus auparavant, qui, dans des conditions différentes, ils ne vont pas rentrer dans le partage. Ouais, ce qu'on dit indirectement, c'est que c'est à travers les cadres en fait, de facilitation qu'on va donner aux ateliers qu'on peut essayer d'un peu gérer les dinosaures qu'on a vus juste avant. Donc, est-ce qu'on peut survivre dans un environnement comme ça? C'est toujours des comportements toxiques autour de nous. Comment? Là, on a envie de vous parler de conflit. Parce que en fait, très souvent, on y met des mots derrière. Je pense que le conflit est très mal compris. Je pense que le conflit, ça part d'abord d'un désaccord. Ça part d'un espèce d'espace qui est entre deux personnes.
Typiquement, Mario, il est là, moi je suis là, et en fait, on a un espace entre nous deux, et la question, c'est est-ce que je vais travailler pour se rapprocher un petit peu, pour diminuer cet espace et finalement, c'est des fois à travers la résolution des conflits qu'on ancre vraiment des vraies relations de confiance. Et en fait, c'est inévitable. C'est inévitable parce qu'à la base, on veut du désaccord. Et en fait, on ne pourra pas y éviter. Et donc, quand on parle de désaccord, vous allez voir qu'est-ce qui se passe. Voilà, donc donc Speedlist a modélisé des différents niveaux de conflit. Bon, ça permet de comprendre un petit peu le système d'escalade. Le premier, c'est le problème à résoudre. Bon, concrètement, on a des informations. On est obligé de collaborer pour se partager ces informations. Rémi, j'ai ouvert le frigo, il n'y a plus de lait. Il n'y a plus de lait. Il n'y a plus de lait. Voilà, bon, on a un problème à résoudre, il n'y a plus de lait. Un problème à la maison. Bon. Après, le niveau 2, on n'est peut-être pas forcément d'accord. On va vouloir acheter du lait. Donc je saurais, je vais acheter du lait frais. Ouais. Alors moi, perso, j'ai besoin de lait en poudre parce qu'il faut que ça aille vite. Enfin bon. Non, j'avoue, c'est dégueulasse, mais bon, c'est juste pour l'exemple, hein, on a compris. Ouais. Généralement, dans le désaccord, on est encore dans un contexte où, on va dire, on arrive à se parler, ça peut être constructif. Jusqu'à présent, on devrait s'en sortir. Alors que quand on rentre dans la compétition, c'est déjà qu'il commence à y avoir des enjeux émotionnels forts. Non, mais arrête avec cette histoire de lait en poudre. Mais on n'a pas des enfants, mais tu te rends compte? Mais moi, j'ai un enfant. Toi, t'as pas d'enfant. Mais moi, je bois pas de lait en poudre. Mais non, mais t'es malade, toi. Hein? On a l'idée. Bon, alors, quand ça commence à escalader quand même au niveau de la croisade, ça commence à former des groupes, peut-être dans les équipes. Il commence à y avoir peut-être des fois des discussions qui tournent un peu sous l'angle un peu idéologique. On n'est pas des enfants, on veut de vrai lait. On n'est pas des enfants. Lui, c'est un bébé. Par exemple. Et puis le dernier niveau, c'est la guerre mondiale. Généralement, là, soit c'est violent, ça s'insulte, soit on se parle plus. Pas content. Donc vous voyez, ça part vraiment en vrille, mais facilement. Vous le voyez même à la maison. Un petit sujet, comment il peut déraper s'il n'est pas traité tout de suite. Et donc, à travers l'observation, l'analyse, on va quand même tenter de résoudre le conflit. Ça va être quelque chose qui peut prendre du temps en fonction de la patience et du système dans lequel on est. Mais en tout cas, une organisation, on pourra considérer qu'elle avance à partir du moment où les conflits sont résolus. Il y a une petite faute, c'est pas grave, mais du coup, voilà, vous avez compris, les conflits sont inévitables. Et retenez cette image, c'est quand même le ciment d'une équipe, on veut construire des murs. Donc c'est à travers la résolution de ces conflits qu'on créera des vraies relations de confiance. Et vous devez être vraiment, au contraire, content de ne pas être d'accord, parce que ça veut dire que les problèmes, ils sont dits, ils sont mis sur la table. Et donc là, il y a une vraie construction d'une équipe. Si vous ne connaissez pas le blog de Bloculus, je vous invite à aller voir. Il y a plein de ressources pour la facilitation, pour plein de choses. En plus, c'est illustré avec des jolis dessins. Donc là, voilà, c'est l'exemple de la route FUTAC qui propose voilà, les différentes étapes pour ceux qui sont habitués à la communication non violente. Où vous allez retrouver un petit peu les grands concepts à l'intérieur. Alors attention, on n'est pas en train de vous dire qu'il faut vous transformer en médiateur de conflit. Il y a des formations pour ça, c'est un métier. Néanmoins, je pense qu'à travers nos métiers d'agent du changement, de manager, de product owner, c'est important quand même d'arriver à lire en fait quand est-ce qu'on a un conflit. Alors c'est pas forcément pour soi, ça peut être pour les gens qu'on a autour de nous, mais comme on peut se retrouver dans des entreprises dinosaures, voilà, c'est intéressant d'avoir quand même quelques clés pour voir des choses qui émergent, quoi. Donc là encore, en réalité, ce type d'outil, par exemple, il peut être la meilleure clé pour pouvoir traiter avec ce type de dinosaure-là. Celui qui arrive et qui crie, qui veut des choses, mais il n'exprime pas vraiment son besoin. Du coup, quand on a dit ça, peut-être que quand il y a des conflits qui s'emballent, ou peut-être que nous-mêmes, quand on est pris dans des choses, des sortes de spirales, il y a le burn-out, donc on en a parlé juste avant. Voilà, on va vous donner en tout cas notre lecture du burn-out. On n'est pas du tout des spécialistes, mais en tout cas, moi de ce que j'ai compris, le burn-out, c'est vraiment, ça vient d'un mot consumtion. Donc l'idée, c'est que c'est un syndrome d'épuisement professionnel
Les Australiens, en fin de semaine, des fois, ils disent « I'm burned out », en fait, pour dire à la fin de semaine wow, « je suis épuisé », quoi. Et en fait, c'est vraiment, imaginez vraiment la bougie qu'ils font. Et donc, le côté un peu insidieux du burn-out, c'est que ça n'arrive pas d'un coup, en fait. C'est vraiment quelque chose qui arrive goutte après goutte, quoi. Et c'était l'exemple qu'a donné Sarah pendant sa conférence, la grenouille dans l'eau chaude, c'est vraiment ce qui s'est passé pour moi. Moi, j'ai eu déjà 2 burn-out, peut-être un troisième que je n'avais pas identifié. Et c'est quelque chose c'est un sentiment qui grandit en toi et tu ne te rends pas compte, mais a des conséquences vraiment physiques et mentales très puissantes. Donc comment ça se manifeste? Généralement, voilà, les gens deviennent cyniques, on a un épuisement émotionnel et physique, la perte du sentiment d'accomplissement professionnel aussi. Bah, toujours dans mon exemple, il y avait des moments avec moi le matin, je me réveillais toujours de plus en plus tard. Je me réveillais avec la boule au ventre. Vraiment, j'avais très très mal. J'avais le parcours jusqu'au travail, ça devenait quelque chose d'extrêmement lourd. Je traînais les pieds. Et une fois que j'étais sur place, je me sentais tellement inutile. J'étais mort. C'était horrible. Bon, en tout cas, il n'y a rien de... Ça relève de la psychosomatique. Donc finalement, c'est des choses qu'on peut retrouver pas forcément que dans le cadre du burn-out. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que il n'y a pas que l'environnement professionnel. Très souvent, les facteurs, ils peuvent venir aussi de la situation, on va dire, extra-professionnelle, donc aussi côté personnel. Et donc, c'est important... Juste pour terminer, toujours sur l'exemple d'avant, quand on parle des symptômes, moi, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait quelque chose au moment qu'à chaque fois que je partais en vacances, je tombais malade. Et je passais des week-ends au lit et je n'arrivais pas à bouger. C'était vraiment inquiétant comme situation. Et autre chose qui peut parler aux parents, attention à vos ados, parce qu'eux aussi, ils sont soumis à une pression sociale sur les réseaux sociaux et tout le reste, d'images qui peut endurer vraiment un burn-out. C'est vrai qu'il y a un petit peu ce culte de la performance dans notre culture et on parle beaucoup d'engagement dans l'agilité et moi des fois j'essaie de mettre ça en balance avec le surengagement, avec ce que ça peut faire aussi chez nous. Donc peut-être l'importance aussi un peu de prendre du recul face à tout ça. Parce que voilà, les troubles, ça peut être, voilà, il y en a quelques-uns, mais il peut y avoir des troubles de l'ordre sexuel, ça peut être les maux de bide, ça peut être un matin, j'arrive plus à bouger en fait. Enfin voilà. Et donc ce qui est intéressant, c'est ce qu'on voulait vous partager. Voilà, on pense qu'aujourd'hui, pas forcément que dans l'optique de dire est-ce qu'à un moment donné, moi, je sens chez moi, mais aussi pour le voir chez les autres. Peut-être que vous êtes manager et peut-être que d'une certaine manière, c'est important de connaître les 6 facteurs de risque. Parce que finalement, comme on l'a dit avant, ça vient beaucoup du système dans lequel on est, ça vient beaucoup de l'équipe, du service, de l'organisation dans laquelle on est. Et du coup, être en capacité de lire ces choses-là, c'est aussi potentiellement arriver des fois à les prévenir ou commencer à avoir des choses qui peuvent émerger. Donc voilà, là, je ne vais pas tous les balayer, mais vous voyez un petit peu donc récompenses insuffisantes. On voit bien que c'est quelque chose typiquement... quand on est salarié et que pour nous c'est important d'avoir de la reconnaissance, c'est bête, mais des fois juste... je vais donner un exemple sur une personne que je connais très très bien, qui dans son travail, en 8 ans de travail, il n'a jamais eu un merci. Même s'il faisait un travail exceptionnel, j'ai eu jamais un merci au travail. Donc, nous on va parler du MBI. Voilà, de Mass Slash Burnout Inventory, donc, qui est la personne qui a du coup commencé à formaliser, à documenter un petit peu c'était quoi le burn-out. Donc cette personne aux États-Unis, elle était dans des contextes, alors qui n'étaient pas du tout les nôtres, hein. C'était des contextes où il y avait des gens qui étaient en réinsertion, qui avaient des problèmes liés à la drogue, ce genre de choses. Mais finalement, le test MBI, donc c'est 22 questions. Aujourd'hui, voilà, c'est aussi un axe intéressant. Si à un moment donné, on se pose la question, pour quelqu'un, pour soi, c'est accessible sur Internet. Vous pouvez aller voir. Et je pense que voilà, ça peut être aussi des outils pour voilà, les personnes qui accompagnent, qui voient ça aussi sur le terrain. Ça peut être intéressant à connaître. Mais surtout, dès que vous commencez
à comprendre, à voir des symptômes. Les premiers symptômes sont vraiment physiques, ça peut être de l'urticaire, ça peut être de mal de tête, ça peut être, comme on a dit, des choses vraiment somatiques. Arrêtez-vous, faites un stop et dites stop. L'importance de dire non, on l'a déjà vu dans d'autres confs. Ouais, une image, je trouve que moi qui me parle bien, c'est l'image de se dire qu'on est quand même comme une batterie, quoi. Et finalement, le burn-out, c'est quand la batterie elle est vide. Donc il faut la recharger. Le problème, c'est qu'en fait, pour la recharger, ça prend beaucoup de temps. Moi, j'ai des collègues à moi, ils ont fait un burn-out et ils sont revenus au bout d'un mois, même des fois 2 mois. Et en fait, ils sont retombés peu de temps après, parce que voilà, ça n'a pas suffi à recharger cette batterie. Et puis il y a un truc aussi, Mario. Et surtout, stop, on doit arrêter l'urgence. Tout est urgent, donc rien est urgent. On l'a déjà vu, on a la conf de Olivier Mi, on l'a vu encore dans la conf de Sarah, on l'a vu dans d'autres confs. Vraiment, arrêter de courir derrière des tâches impossibles à faire. Puis des fois, c'est peut-être juste arrêter de voir une personne. C'est vrai. C'est les personnes autour de vous. Et là encore, juste pour terminer sur cette étape-là, c'est pas votre faute. C'est le contexte dans lequel vous êtes intégré en ce moment qui est coupable. Et donc, c'est l'entreprise qui doit faire quelque chose. C'est pas seulement vous. Et du coup, qu'est-ce qu'elle peut faire, l'entreprise? Déjà, la plupart du temps, il y a quand même la médecine du travail. On a quand même des psys potentiellement pas loin, donc il faut savoir qu'ils existent. En tout cas, moi en tant que coach, moi je suis coach agile et produit. Mon but, c'est pas, je vous ai parlé du syndrome du sauveur, c'est pas forcément de sauver les gens si je considère à un moment donné qu'ils arrivent à un état, on va dire, de fatigue et de stress qui est beaucoup trop important. Je vais plutôt réorienter. Et du coup, je pense qu'à un moment donné, j'en reviens encore aussi aux managers. Ce que je constate quand même très souvent, c'est que je trouve qu'ils ne sont pas assez formés sur ces notions et ces concepts-là. Et ils pourraient en fait finalement exactement faire ce travail-là de réorienter sans chercher à sauver. Mais ne serait-ce que connaître ce qu'on a dit là, les 6 facteurs de risque. C'est bête, mais voilà, comme ça vient finalement du contexte, du système, et qu'en tant que manager, des fois, on peut avoir quand même un rôle au niveau des contraintes de ce système. C'est important quand même de le connaître. Donc, il faut revenir, comme on a dit auparavant, à des besoins vraiment primaires. Toi, tu dois te reconstruire en tant que personne. Moi, après mes burn-out, je faisais des grandes promenades dans la nature. Déjà, je me suis fait arrêter. Je me suis fait arrêter par la médecine du travail, qui a constaté qu'il y avait un mal-être mental et physique en moi. Et comme il a dit Rémi, la reprise ça a été très longue. Moi aussi, j'ai mis à peu près 2 mois. Et au début, la seule façon la plus simple que j'ai trouvée, c'est vraiment penser à mon corps, donc à penser à mon mental. Et la nature, j'ai décroché de tout et grâce à ça, doucement, je me suis contourné des bonnes personnes et j'ai pu vraiment remonter la pente. Mais quand même, on a vraiment pourri l'ambiance. Ouh là là, on a parlé seulement de problèmes, des choses terribles. On est deux dinosaures à ce moment. Désolé. En tout cas, mettre en place des routines cohérentes, même dans la vie personnelle et surtout dans la vie professionnelle. Parce que finalement, alors moi j'en ai pas fait de burn-out, je pense que je suis passé plusieurs fois pas loin, mais je ne suis jamais allé jusque-là. Et je pense que ce qui est intéressant à comprendre, c'est que j'ai l'impression que quand on en fait un, le plus gros travail, c'est finalement d'essayer de comprendre quelles sont toutes les petites choses qui nous ont amenés à en être arrivés là. Parce que finalement, c'est des petites choses qui sont un peu consommateurs d'énergie, des fois juste un petit peu. Et donc on peut en résumer avec ces phrases qu'on a dit ici. Vraiment, déjà, essayez de faire le tri autour de vous. Si vous êtes à côté de quelqu'un vraiment de toxique, essayez de l'éviter, essayez de lui
de trouver plutôt des gens positifs, des gens qui sont bienveillants avec vous. Essayez vraiment surtout d'écouter votre corps, savoir à quel moment vous devez vous arrêter et chercher vraiment d'évacuer ce stress, ne le cumulez pas. Et du coup, commencer par prendre soin de soi. Alors ça va paraître quand même assez con, ce qu'on va dire, assez basique. Mais oui, ce n'est pas les conseils du coach, allez, faites ça, ça va marcher, mais ce sont des activités qu'on les fait trop tard. Okay? On est là plutôt sur la réaction, sur la réparation, plutôt que sur la prévention. Mais vraiment, essayez de donner un sens aux choses que vous faites. Et si vous le faites maintenant, que vous êtes bien, c'est mieux. C'est mieux de comprendre vraiment quelle est la voie que vous voulez entreprendre dans votre vie professionnelle. Moi, un des trucs qui m'a quand même pas mal bouleversé, et notamment dans mon rapport avec mes enfants, c'est la communication non violente. Et en fait, on parle très souvent de la communication non violente pour parler de feedback, pour parler de comment on communique avec les autres. Mais en fait, moi, ce que ça m'a appris le plus, la CNV, c'est comment je me parle à moi-même. Et du coup, le concept d'auto-empathie et voilà, d'être à l'écoute de ses propres émotions, le fait que notre corps, finalement, il nous parle. Quand je me réveille et qu'à un moment donné, j'ai un petit peu des petites douleurs ici, quand je vais voir mon ostéo 4 fois en 2 mois, je commence à me poser des questions. Pas que parce que je me suis remis au roller et que j'arrête pas de me péter la gueule. C'est aussi pour cela. Donc voilà, en tout cas, moi ça m'a beaucoup aidé dans mon chemin, pas que pro, mais aussi perso. Je trouve que c'est aussi ce qui est passionnant dans nos métiers, c'est que voilà, on apprend des choses pour arriver à mieux faire notre travail et c'est des choses qui nous aident aussi dans la vie perso finalement à évoluer un peu plus d'un point de vue vraiment développement personnel. Donc voilà, si c'est un chemin que vous n'avez jamais entrepris, la CNV, allez-y, voilà. Peut-être que ça fera la même chose que pour moi. Et permettre de nommer des émotions face à un comportement toxique, comprendre aussi finalement que la colère, en fait, il faut l'accueillir et que souvent, c'est que l'expression de besoins qu'on a, c'est quand même des choses qui paraissent cons quand je le dis comme ça, mais que j'ai mis quelques années à comprendre. Là, je partage un petit sketch note d'une amie à moi et collègue qui s'appelle Florence Rucci, qui du coup se fait former en tant que médiatrice, donc j'ai beaucoup de respect pour elle. Elle passe du coaching à la médiation et on voit bien que c'est un métier et que c'est bien autre chose. On voit bien et ça sert. Et du coup, voilà, l'idée c'est aussi de se dire, généralement quand on veut dire quelque chose, quand on veut donner un feedback, dans 80% des cas, en fait, des fois, on a besoin de compréhension, on a juste besoin de connexion. Et je pense que je reviens sur la posture du sauveur, de vouloir toujours donner des conseils, de vouloir toujours donner des solutions. Peut-être que des fois, les gens, ils viennent juste vous voir pour avoir de l'écoute, quoi. Je vais être un peu vulgaire, mais juste un peu fermer vos gueules. Et je me le dis à moi-même aussi, en fait. Parce que moi, j'ai un gros problème aussi avec ça. Et voilà, et du coup, quand on a compris ça, quand on commence à comprendre la puissance du questionnement, mais pas forcément que dans un cadre de coaching individuel, hein, je vous parle vraiment juste dans l'échange, on parlait juste avant d'être curieusement authentique. Je pense que c'est quelque chose qui peut se travailler. Voilà, c'est pas inné. Et voilà, et du coup, elle nous propose pour donner un feedback, penser à crapaud. On pense au crapaud dans la marmite, là. Non, c'était une grenouille, mais c'est pareil. Concrète, réaliste, actuelle, positive, pas ouverte, voilà, c'est une petite clé. Bon, là encore, on a parlé un peu de l'ikigai, que c'est une technique japonaise pour trouver du sens dans votre vie. Et c'est un exercice plus abordable que vous pouvez télécharger sur Internet avec ces cartes, c'est déjà de faire une sorte de bilan de qu'est-ce qui est important pour vous. Et quand même, c'est assez surprenant, ce petit outil, parce que ça vous permet de comprendre vos priorités et peut-être comprendre que la chose que vous êtes en train de faire aujourd'hui, ça ne vous fait pas vraiment vibrer. Ouais, c'est con, mais pour moi, relation sociale, acceptation, le pouvoir d'influence, la curiosité, c'est vraiment des motivateurs intrinsèques hyper forts. Et en fait, le jour où j'ai compris ça, j'ai compris que mes comportements pouvaient devenir toxiques à cause de ça.
Et il m'a fallu un bout de chemin pour comprendre ça, quoi. Donc déjà, voilà, ce petit jeu de cartes, même si bon, c'est un peu un basique dans le monde du coaching, on le connaît bien, mais je trouve que des fois, il est quand même assez puissant, quoi. Ok. Et on a dit de demander l'aide. Des fois, ça suffit de demander de l'aide à l'extérieur de votre environnement de travail, à l'extérieur de ce cercle toxique dans lequel vous êtes en train de vivre. Ça peut être des professionnels, mais ça peut être des fois simplement un ami avec qui vous allez vous confier et que donc il a un regard externe qui va vous dire ce que vous ne voyez plus, que vous ne voulez pas voir, que vous n'êtes pas bien en ce moment. Je pense qu'on est tous passés en tant qu'accompagnant du changement à ce passage syndrome de l'imposteur, voire on n'en sortira jamais. Et à un moment, on se pose même la question de est-ce que finalement ce qu'on fait, ça a du sens? Est-ce que finalement ce qu'on pousse, ce qu'on prône, est-ce que c'est vraiment la meilleure manière de faire? Bon, on tombait en même temps que Denis Migaud qui parle de comment l'industrie agile crée de la souffrance au travail. Je vous invite à quand même regarder sa conf sur YouTube parce qu'elle est excellente. Mais je vais quand même parler des communautés agiles parce que l'air de rien, moi ça a été aussi beaucoup de ressources pour moi. Voilà, des événements comme Agile Game, des événements comme à Lyon, nous on a le club Agile Rhône-Alpes. À Bordeaux, je crois que c'est peut-être plus que moi, mais c'est Agile Bordeaux, ouais. Il y a beaucoup de meet-up, il y a beaucoup de trucs, donc je sais que voilà, si à un moment donné... donc il y a beaucoup de belles personnes à rencontrer, et déjà le fait que vous êtes ici à Agile Bordeaux, les personnes sont autour de vous. Donc faites-vous des amis. Ces Agile Tours, souvent ça va un peu vite, peut-être qu'on n'a pas trop le temps. Alors moi, à force d'en faire aujourd'hui, je fais pas que des confs, quoi. Des fois je fais des pauses pour discuter avec les gens entre les confs, prendre un peu le soleil et tout. Et l'air de rien, ça me ressource des fois plus qu'aller écouter une conf. On va partir sur des basiques, hein, je suis désolé, mais je pense que c'est important de bien avoir ces fondamentaux. Au moins, pour terminer sous des basiques, comme a dit Rémi, mais qui servent vraiment à vous reconstruire, notamment à donner du sens. Donner du sens à ce que vous faites, à votre satisfaction, à votre travail, à avoir des objectifs clairs pour vous. Construire une vision partagée, c'est quelque chose qu'on ne voit jamais ou peu dans les équipes. Où on est en train d'y aller? Quel est l'objectif? Est-ce qu'on est tous alignés autour de cet objectif? Et ça, il doit être en ligne vraiment avec votre raison d'être et vos valeurs, la mission que vous êtes en train de suivre. Si vous faites quelque chose qui est complètement à la rencontre de vos valeurs personnelles, vous n'allez jamais l'adopter. Et là encore, on dit des obviétés, oui, avec le cercle d'or de Simon Sinek, avec retourner par le why, quel est le cœur, vraiment l'émotion de votre mission. Donc les valeurs aussi. On en a parlé dans plein de confs aussi, on va passer rapidement. Et donc tout ça, ça permet aussi d'engager ces dinosaures complètement décorrélés, ces managers complètement dictatoriels qui nous disent quoi faire sans nous faire comprendre quelle est la chose la plus importante. Et rappelez-vous aussi, pour ceux qui étaient à la conf de Jean-Pierre aussi, qu'il faut tenter de rentrer en empathie avec ces diplodocus parce qu'ils ont leurs propres contraintes, ils ont leur propre complexité à gérer. Donc des fois aussi, comme le dit Lalou, un manager rouge, il est rouge aussi pour plein de raisons. Et moi, il y a une phrase qui un jour m'a beaucoup marqué, je ne sais plus qui me l'a dit, c'est les gens ont toujours une bonne raison de se comporter comme ils le font. C'est Constantin Gay de Scrum Life qui disait l'être humain, il n'est pas méchant. Il n'est pas méchant de nature. Il y a toujours le contexte dans lequel qu'il est en train de vivre, la pression qu'il est en train de subir, qui le fait apparaître méchant ou non. Mais nous, on ne va pas taper les gens parce que ça nous fait plaisir. Et c'est la même chose sur les managers. Donc, juste pour terminer, on va parler de Kaizen Osaurus, que c'est notre technique pour pouvoir adopter le bon changement
le changement donc des petits pas, que si vous allez mettre en pratique ces petites obviétés, ce retour à la source, ce bon sens dans vos accompagnements et dans votre vie de tous les jours, vous allez faire des petits pas pour vous rapprocher de tous ces dinosaures, pour pouvoir les calmer et pour pouvoir les voir différemment. Et ils ne vont plus vous faire peur, surtout. À la première édition qu'on a fait en mode 20 minutes à Lyon, il y a... 3 ans. Je sais plus, 2 ans. Ouais, bref. Ouais. On a un collègue qui nous avait fait un petit résumé visuel qu'on aime bien partager, qui reprend quelques petits messages qu'on a passés. Et un petit résumé aussi de ce qu'on a pu vous partager. Donc voilà, tentez de générer des espaces d'écoute. Et attention, quand je dis ça, je ne dis pas que des espaces de dialogue, c'est aussi des espaces d'écoute. Il y a une petite différence. Se reconnecter à soi, donc on vous a parlé de communication non violente, de motivateurs intrinsèques, d'équilibre aussi. Essayez sans avoir la posture du sauveur, mais d'être attentif aussi aux interactions des autres et aux conflits sous-jacents qui peuvent émerger. Travaillez sur le fait de redonner du sens aussi autour de vous, à travers le questionnement, à travers la proposition, des fois, si vous pensez que c'est pertinent, mais en tout cas, donner du sens, ça va permettre de guider les actions et d'aider les gens à mieux se comprendre et puis célébrer. Vraiment, dans votre petit, c'est vous que vous pouvez changer les choses. Vous mettez en place des actions et vous allez voir que les gens ils vont suivre dès qu'ils vont trouver du sens. Donc on peut conclure, n'oubliez pas donc, qu'on ne peut pas changer un dinosaure, on ne peut pas le dompter. On peut seulement changer nous-mêmes et donc influencer l'environnement autour de nous avec de la positivité. Voilà, quelques petites références, on vous partagera les slides, le donc, support. Nous, on est sur LinkedIn, donc je pense qu'on fera un post pour partager le support. Voilà, c'est quelques références qui nous ont permis à construire, et notamment, moi, sur tout le sujet du burn-out, si tu ne connais pas Sarah, ces petites BD qui sont, voilà, que je suis fan, quoi. Voilà, qui vulgarisent pas mal, donc et moi, surtout, Ikigai et feedback. Yeah. Donc, qui on est? Moi, je suis Mario Esposito, je travaille à Capgemini et je suis un coach agile spécialisé en innovation et aujourd'hui coach méthode. Moi, aujourd'hui, je fais du coaching produit. J'ai été coach agile et je le resterai. Je suis aussi animateur de la fresque du climat et du numérique. Je contribue à une initiative qui s'appelle les formations de Noël, si vous ne connaissez pas. Creusez, c'est bientôt, c'est début décembre, c'est pour reverser des dons à des organismes comme les Secours Populaires, des formations qui sont données gratuitement. Il y a plein de super choses. Si vous passez par Lyon, venez nous voir, on est au Cara. Voilà. On anime la communauté. Et si vous n'êtes pas trop pressé, restez demain soir parce qu'on a une petite surprise aussi. On fait la keynote de clôture. J'espère que ça vous a plu. Merci. Merci à tous.